Ah, l'Inquisition, la belle saloperie de Warhammer 40K qui est là pour vous la foutre dans le fion. Je me trompe toujours de texte, je suis vraiment navré, je suis désolé. Bienvenue à tous, je suis Brush du Brush Club. On est parti pour voir en détail qu'est-ce que l'Inquisition, mais plus précisément, quel est le rôle des inquisiteurs, et surtout on va voir les différents types d'inquisiteurs que vous pouvez retrouver au sein de cette organisation. Attention, on parlera aussi d'un petit livre ou deux que je vous conseille durant la vidéo, et à la fin évidemment toujours avec la petite conclusion. N'hésitez pas évidemment à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez en description voir le commentaire épinglé, et aussi justement la description pour rejoindre la chaîne, et surtout si vous voulez soutenir la chaîne grâce à Oli Energy, le partenaire de la chaîne, et aussi voir le site de ma future gamme de figurines. On est tout de suite parti. Je suis là pour redresser ce qui est tordu, pour purifier ce qui est impur, pour juger les coupables, pour punir les pécheurs. Je fais ces choses au nom du très saint empereur de l'humanité, et fort volontiers. Les inquisiteurs endossent la plus terrible et la plus sacrée des missions, et se voient confier les secrets les plus dommageables pour l'esprit. Ils ont pour devoir de marcher parmi les hommes, protégeant l'impérium de menaces si terrifiantes que leur simple mention suffirait à réduire n'importe quel individu à l'état d'épave terrifiée. L'humanité doit être régulièrement protégée d'elle-même, à cause de sa perpétuelle quête de pouvoir et d'immortalité. Les inquisiteurs doivent être prêts à juger leur prochain et à jeter 1 million d'âmes dans un feu purificateur pour en sauver 1 milliard d'autres. Tel est l'écrasant fardeau qui repose sur les épaules de tous les agents des saints ordos de l'Inquisition impériale. Imaginez un petit peu les ordos comme vraiment des branches de l'Inquisition qui ont pour but simplement d'agir d'une certaine manière. Ce qui signifie qu'un ordo ira s'occuper principalement des hérétiques, un autre plus des aliens, etc. Il s'agit presque de forces spéciales si on veut. L'humanité a beau compter des milliards et des milliards d'individus, rares sont ceux d'entre eux qui ont assez de qualité pour devenir un inquisiteur. Nul ne sait avec exactitude combien d'inquisiteurs œuvrent pour le compte de l'Imperium, mais ceux qui portent ce titre sont des individus absolument possédés par leur dévotion envers l'Imperium, et leur désir de protéger leur prochain est inégalé dans toute l'humanité. Mais attention, certains inquisiteurs, de la même manière que la police peut être achetée avec un certain montant de cash dans certains pays, je vous invite à aller en Asie, ça arrive souvent, je l'ai vu de mes propres yeux, je n'en dirai pas plus, parce que légalement je pourrais me foutre dans la merde, mais j'ai vu de la corruption sous mes yeux, c'est très drôle, donc l'Inquisition peut faire la même chose. Enfin, on en parlera une autre fois. Le simple fait que ces qualités aient pu être délectées est un signe certain qu'un destin exceptionnel attendait tous les individus qui deviendraient des inquisiteurs. Intégrer les premiers cercles de l'Inquisition exige déjà un vaste potentiel. Survivre en tant qu'acolyte au service d'un maître exige un dévouement total et des aptitudes hors du commun. Pour qu'un individu reçoive son sceau inquisitorial, donc l'insigne de l'Inquisition, il doit d'abord avoir été jugé digne de porter la terrible charge de cette fonction et être capable d'appliquer les sanctions ultimes afin d'assurer le triomphe de l'Imperium face à un univers qui a juré la destruction de l'humanité. Les inquisiteurs sont aux premières lignes de combat contre les abominations qui hantent toute la galaxie. Chacun de ces hommes est investi de suffisamment d'autorité pour condamner des mondes entiers à l'exterminatus, et n'a que sa conscience pour le guider et aussi le stopper. À savoir qu'ils ont presque une totale autorité sur tout le monde. Même sur les Space Marines. Je le rappelle pour ceux qui ne connaissent pas très bien 40K, un exterminatus c'est vous appuyez sur un bouton et paf, vous détruisez une planète. Rien que ça. Même s'ils partagent certaines qualités, on ne trouve pas deux inquisiteurs exactement semblables. Les décennies et les siècles passant, chacun d'entre eux développe une méthode, une perspective et une approche particulière de ses devoirs à l'égard de l'empereur. Certains deviennent intolérants et prompts à condamner, voyant l'hérésie dans toutes les âmes et suspectant chaque ombre d'abriter un ennemi ou un hérétique. D'autres se retirent d'eux-mêmes dans ces ombres et dirigent leur vaste réseau d'agents à distance, sans jamais révéler leur identité à leurs subordonnés. Nombre d'inquisiteurs développent un tempérament ou une apparence excentrique. Nul ne saurait en effet affronter les abominations qui cherchent à réduire l'humanité en esclavage, sans en ressortir profondément affectés, changés, voire meurtris. En dépit du terrible fardeau qui est le leur, peu d'inquisiteurs opèrent seuls. La plupart d'entre eux font appel à des alliés et serviteurs, des individus doués de certains talents qui peuvent se révéler utiles à l'accomplissement de sa mission. Certains préfèrent faire appel à un petit cadre d'agents de confiance, tandis que d'autres commandent de véritables armées personnelles. De quelque façon qu'ils abordent leur devoir, les inquisiteurs sont tous consumés par l'exécution de leur mission. Ils sont suffisamment résolus pour affronter les horreurs indicibles de l'univers et ne faillissent jamais dans leur lutte pour la survie de l'humanité. Quoi qu'il en soit, cet état d'esprit sans pareil constitue à la fois la plus grande force de l'Inquisition et sa plus insidieuse vulnérabilité. Un inquisiteur doit s'en remettre à son propre jugement,
afin de mener à bien sa mission, mais aussi de retourner ciel et terre dans sa chasse à l'hérésie et à la déviance. Nul n'est réellement au-dessus de la suspicion d'un inquisiteur, y compris ses propres collègues. Aucun fait ne peut leur être caché, même si celui-ci se terre dans des archives scellées sur l'ordre des plus hauts dignitaires impériaux. De nombreux inquisiteurs suivent ces pistes si loin qu'ils finissent par être condamnés par leur propre père en tant qu'hérétiques. Tel est le poids des responsabilités qui pèsent sur leurs épaules. En gros, certains sont capables d'aller jusqu'à une frontière, une limite proche du warp. Ils seraient presque capables de s'allier... Pas presque, il faut le dire, c'est quand même déjà arrivé, il serait capable de s'allier avec des hérétiques pour essayer de débusquer un meilleur hérétique. Et le problème, c'est que c'est quand même une sorte de course à la victoire et au pouvoir. Malheureusement, l'Inquisition a beaucoup de corruption, mais je pense pas qu'au sein de 40K, cela est toujours volontaire venant de l'Inquisiteur. Je pense sincèrement qu'il se perd en chemin en essayant de faire la bonne chose, en tout cas dans la plupart des cas, même certains qui ont bien merdé. Peu importe où ces enquêtes mèneront un inquisiteur, il pourchassera toujours les ennemis de l'Imperium jusqu'à son dernier souffle. Il se confrontera peut-être à un seigneur mutant terré dans des égouts putrides, par exemple ils feront très souvent face à des seigneurs mutants qui sont terrés dans des égouts putrides, et même des caniveaux. Il emmènera un cadre de guerriers triés sur le volet afin d'affronter un culte ayant infiltré un gouvernement planétaire. Ou alors par exemple il dirigera des régiments entiers de la garde impériale après en avoir exigé le commandement. Il se tiendra peut-être même sur la passerelle de commandement d'un vaisseau impérial, impassible, alors que des mondes entiers brûlent sous son ordre. Le pouvoir de l'Inquisition est absolu, et le dévouement de l'Inquisiteur est quelque chose de véritablement terrifiant. Il faut une réelle volonté dépassant celle de l'homme du commun pour devenir inquisiteur, et être capable d'affronter ce que l'humanité connaît de plus terrifiant, sans même cligner d'un œil. Nul ne porte la rosette sans être aimé d'une extraordinaire volonté. Les inquisiteurs qui reçoivent leur rosette ont généralement déjà eu le temps d'acquérir une expérience considérable au service de l'Inquisition, en luttant contre tous leurs ennemis. Ceci leur permet de se forger une véritable armure contre les horreurs auxquelles ils sont confrontés, qui protège aussi leur inflexible esprit des maléfices que leur réserve l'univers. Pour que vous compreniez bien ce qu'est cette fameuse rosette impériale, ou plus ou moins inquisitoriale, c'est simplement le symbole de l'inquisition qu'ils peuvent avoir, qu'ils peuvent porter sur eux, et cela représente non seulement quelque chose de spirituel, de presque superstitieux vis-à-vis des autres mortels humains, mais c'est surtout un symbole de pouvoir, un symbole qui montre que vous avez l'autorité comme une sorte de badge, de police, qui peut montrer que vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Il faut aussi savoir que de nombreux inquisiteurs sont doués de pouvoirs psychiques. Leur puissante volonté et leur connaissance intime du warp les prédisposent très souvent à exercer des terribles capacités. Sachant qu'ils ont, comme je l'ai dit très souvent, un lien très proche avec le warp, car souvent ils vont chasser des démons et tout faire pour les bannir, mais dans leurs recherches, dans les études de cette dimension, de ces créatures, ils risquent possiblement de découvrir des pouvoirs qu'ils avaient cachés en eux, ou peut-être de les décupler simplement. Mais ils ont aussi de fortes chances de sombrer de l'autre côté. Être un inquisiteur, c'est avoir une intuition unique de l'essence de l'âme de l'empereur. Les effets qui en découlent varient grandement. Certains en retirent une foi renforcée, d'autres la perdent irrémédiablement à son contact. Ceux qui demeurent fidèles à l'empereur bénéficient pour leur part d'une puissante protection contre les ténèbres, le warp et les insidieux murmures qui émanent des créatures qui y rôdent. Après cette petite introduction sur les inquisiteurs, je pense qu'il faut que nous parlions des seigneurs inquisiteurs. L'Inquisition n'a pas d'organisation formelle, et par conséquent, il n'y a pas de système de rang ou de commandement comme il y en a dans l'Adeptus Astartes ou l'Astra Militarum par exemple. L'autorité au sein de l'Inquisition est régie par deux facteurs, la réputation et l'influence. Et attention, je ne parle pas de créateurs de contenu comme sur internet. Un inquisiteur peut vouloir affronter l'un de ses pairs, mais surtout, un inquisiteur ayant de l'expérience et des contacts peut exercer un contrôle sur des camarades plus jeunes et moins influents. L'ancienneté n'est pas en elle-même un véritable test d'autorité, mais la plupart des inquisiteurs adopteront la sagesse d'un autre, plus âgé et même plus expérimenté. Malgré cela, il faut des inquisiteurs d'un plus haut rang pour aider à maintenir l'intégrité de l'Inquisition et surveiller le reste de l'organisation, ainsi que la mobilisation des ressources. Ils sont connus comme seigneurs inquisiteurs ou hauts inquisiteurs. La promotion au rang de seigneur inquisiteur se fait sur invitation seulement et s'étend à ceux qui ont fait leurs preuves à maintes reprises, non seulement par leur courage, mais aussi à leur capacité, sans oublier leur intégrité et leur loyauté. Pour devenir un seigneur inquisiteur, il faut être nommé par un seigneur existant et faire approuver la candidature par deux autres. De telles décisions sont invariablement prises en secret, et, très souvent, l'élévation surprend le destinataire. En effet, on dit que l'on ne cherche pas la position de seigneur inquisiteur, mais plutôt que l'on trouve ceux qui sont dignes de l'être.
Très souvent, cet anoblissement est une formalité, car la parole d'un seigneur inquisiteur est sacro-sainte pour ses semblables, et les chances pour qu'un inquisiteur soit réellement connu personnellement par plus d'un seigneur sont exceptionnellement faibles. Cependant, il y a parfois des querelles, et un conclave doit être convoqué pour discuter de la question, généralement, mais pas toujours, avec les candidats présents pour répondre aux questions concernant leur activité et leurs convictions. Je vous invite d'ailleurs à lire les bouquins, plutôt la série de livres sur Eisenhorn, mais aussi sur Ravnor. Si vous les trouvez, en seconde main dans l'idéal, prenez le temps de les lire, c'est d'après moi l'une des meilleures suites de livres que l'on a sur Warhammer 40 000 et autour de l'Inquisition. Être un seigneur inquisiteur est une reconnaissance plutôt qu'un rang absolu. Et cela est plus une formalisation d'une position dont jouit l'inquisiteur qu'une promotion réelle. C'est parce qu'un seigneur inquisiteur n'a pas de véritable domination temporelle. Ils sont responsables d'aucune zone donnée de la galaxie, ni d'individus spécifiques. Il s'agit plutôt d'un renforcement de l'autorité de l'inquisiteur, et en particulier du pouvoir au sein de son organisation, l'Inquisition. En gros, c'est comme un titre sur un jeu vidéo que vous pouvez avoir en dessus de vous, c'est juste un peu pour peser plus. Les avantages les plus évidents sont la capacité de reconnaître les nominations d'autres membres de l'Inquisiteur, de convoquer les hauts conclaves et d'appeler plus largement les forces et les agents de l'Inquisition. Parlons maintenant un petit peu plus des fameux détenteurs du sceau inquisitorial. Car être choisi pour porter la rosette inquisitoriale est à la fois le plus grand des honneurs et le plus lourd des fardeaux comme on l'a dit précédemment. Pour faire simple, parmi les milliards d'individus qui composent l'humanité, seuls ceux qui ont reçu la grâce de l'empereur en personne en sont jugés dignes. Les gens ordinaires s'élèvent rarement au-dessus de leur milieu d'origine, tandis qu'un inquisiteur s'élèvera bien au-dessus de sa condition, se distinguant parmi des milliards d'anonymes, par un destin que le commun des mortels ne peut même pas imaginer. Il faut savoir et se rappeler que les inquisiteurs bénéficient de l'un des statuts les plus privilégiés de toute la galaxie, et cela même s'ils sont loin d'être maîtres de leur propre destin. Leur vie est avant tout faite de devoirs et de responsabilités. Pour beaucoup, il s'agit d'une malédiction, d'une croix qu'il faut porter pour le salut de l'empereur et de l'humanité. De ce fait, au sein des ordos, il y en a qui sont prêts à sacrifier leur âme éternelle pour le salut de l'humanité, comme par exemple les oblationnistes, qui sont prêts à s'offrir d'eux-mêmes au chaos si cela peut leur donner des armes pour lutter contre lui. Pour de nombreux inquisiteurs, la vie est une succession de terribles révélations dont l'horreur croît à chaque nouvelle découverte. En passant du statut d'interrogateur à celui d'inquisiteur, un individu peut être amené à se rendre compte que tout ce qu'il avait tenu pour vrai tout au long de sa vie n'était en fait qu'un vaste mensonge. Si le choc de telles révélations est énorme, un individu n'aura pas été choisi pour porter le sceau, s'il n'avait été jugé capable de supporter ces vérités. Cette situation peut perdurer tout au long de la carrière de l'inquisiteur, car les vérités tenues pour fondamentales se révéleront toutes paraître fausses. Certains, incapables de résister aux inlassables coups portés à leur santé mentale, peuvent sombrer dans la folie. Ils sont dès lors impitoyablement pourchassés par leur père, de peur qu'ils ne deviennent renégats ou qu'ils ne cherchent à détruire tout ce pourquoi l'Inquisition se bat. En dépit du fait que tous les inquisiteurs partagent la même mission et portent le même fardeau, leur comportement, leur personnalité et leur aspect sont aussi variés que les mondes d'où ils viennent. Certains sont ascétiques et réservés, méprisant le confort, à l'image des sacrifices faits par l'empereur pour le salut de l'humanité. Donc c'est pour ça que vous pouvez imaginer qu'ils viennent de plein de planètes différentes. Par exemple, on pourrait avoir un inquisiteur à la peau noire, directement il pourrait être noir, certains pourraient être beaucoup plus asiatiques, certains avec même des mutations génétiques liées à la planète d'origine d'où ils viennent, certains pourraient être simplement venant de Terra, d'un continent, et bien simplement en étant blanc, par exemple d'Europe. En gros, ils pourraient être de toutes les origines, et c'est ça qui est assez étrange avec l'Inquisition, c'est que, en fait, ils pourraient être n'importe qui. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'ils n'ont pas un look en particulier, car souvent leur but c'est aussi de se cacher, de se fondre dans la masse. D'autres se couvrent de parures somptueuses pour mieux impressionner leur proie. Et certains semblent excessivement pieux, tandis que d'autres peuvent sembler presque irreligieux. Certains encore sont ultra militaristes, tandis que, comme on l'a dit précédemment, certains peuvent agir simplement en n'étant jamais sur le terrain, donc en donnant des ordres, mais simplement en observant avec des pop-corns. Car ils préfèrent mener leur enquête à des années-lumière de distance. Et je pense maintenant qu'il faut qu'on parle des différents types de personnages qu'on peut rencontrer dans les rangs de l'Inquisition. En premier, nous avons le militant. Au sein de ceux qui portent la rosette inquisitoriale, il y en a qui croient fermement que la seule façon de combattre les ennemis de l'Imperium est de les brûler, de les abattre et de les éradiquer où qu'ils se trouvent. De tels individus généralisent vite cette opinion à l'ensemble d'une population. Par exemple, une cité entière peut être rasée depuis l'orbite pour éradiquer une seule enclave mutante recluse dans ses égouts. Ou alors, un quai orbital entier peut être fracassé au sol si une douzaine de matelots font tous le même cauchemar funeste. Les inquisiteurs militants ont tendance à tirer en premier et à poser les questions ensuite. La plupart participent eux-mêmes au combat,
étant aussi doués à la lame et au bolter que n'importe quel vétéran de la garde impériale. Ils emploient souvent des équipes d'hommes et de femmes dotées d'un comportement similaire et pourvus à la puissance de feu d'une escouade de Space Marine avec les armes les plus lourdes. Ils peuvent mettre en place un cadre de garde impériaux, retiré du service, pour constituer une unité permanente dotée de son propre uniforme. Ils mènent des assauts sur les forteresses ennemies en première ligne, glorifiant le massacre des ennemis de l'empereur coûte que coûte. Ils s'équipent des meilleures armes, armures et équipements de pointe, tous faits sur mesure. Certains cherchent à se procurer des armes anciennes et prestigieuses, tandis que d'autres utilisent des armes uniques, inconnues, voire même des conceptions xéno. A l'inverse, certains inquisiteurs militants s'apparentent plus aux seigneurs généraux, étudiant les cartes stratégiques ou détaillant les inventaires logistiques. Ils prennent le commandement des forces alliées, supervisant de loin les missions via leur vox et leur caméra tactique. Ils préparent ainsi leur attaque avec une précision mortelle et planifient avec soin le déploiement de leurs armes, qu'il s'agisse d'un assassin du culte de la mort ou d'un bombardement orbital. Les inquisiteurs peuvent atteindre les rangs les plus élevés, dirigeant non pas de petits cadres de combattants, mais des armées ou des croisades entières. La ligne de démarcation entre le général et l'inquisiteur peut parfois devenir floue. Il peut bien sûr arriver que le comportement de ces individus irrite fortement ses ex-camarades, ce qui entraînera des conflits violents. En second cas, nous avons l'inquisiteur investigateur. C'est l'heure de la pause pour un holly et on se déshabille. Ça rime. Il est bon en plus. Numéro 2. Nous arrivons à l'investigateur. Un inquisiteur doit avoir l'esprit aussi affiné qu'un stylet énergétique et le cœur aussi froid que l'adorateur de la mort qui le manie. Pour de nombreux inquisiteurs, c'est dans la traque des lots. C'est dans la traque de leur poids, putain, que je ne parle pas très bien français aujourd'hui, non de pipe. Je vais me faire insulter en commentaire pour celle-ci. Pour de nombreux inquisiteurs, c'est dans la traque de leur proie, dans la collecte des preuves et dans la découverte de secrets enfouis depuis longtemps que leur vocation prend tout son sens. Il s'agit des archi-investigateurs, des individus qui peuvent détecter les secrets les plus honteux à un demi-secteur de distance. À partir des indices les plus chelous, ils ont une capacité stupéfiante à retrouver la piste du coupable et à l'amener devant la justice. Les inquisiteurs au tempérament d'investigateurs s'entourent de sages et d'adeptes. Ils emploient souvent un vaste réseau de spécialistes et ils sont particulièrement doués pour tirer le meilleur parti de tous les talents uniques de ceux qu'ils emploient, reliant ensemble les différents fils d'une enquête pour agir en fonction des faits découverts. Ces inquisiteurs sont très souvent impitoyables dans leurs procédures et terrifient les coupables qui préfèrent souvent prendre la fuite, révélant ainsi leur culpabilité avant même d'être accusés. L'inquisiteur investigateur peut également compter sur bon nombre de gardes, des croisés la plupart du temps, puisque les aptitudes martiales leur font généralement défaut. Néanmoins, même l'inquisiteur le moins puissant possède toujours quelques atouts dans sa manche. En simple prévision du verdict où il devra exécuter lui-même le rude verdict de l'Inquisition. Sa proie aux abois et sans aucun échappatoire. Parlons maintenant du numéro 3, le manipulator. J'ai vraiment me fait éclater. Le manipulator est un inquisiteur qui entretient un réseau tout fou de contacts et d'agents d'une complexité. Waouh. Manipulateur sans penser le manipulateur. Ah, j'essaie de me retenir de rire comme une... Ah. Ok, je reprends. Le manipulateur est un inquisiteur qui entretient un réseau touffu de contacts et d'agents d'une complexité inimaginable, contrôlant ainsi chacun d'eux de la même manière qu'un maître marionnettiste peut le faire en manipulant jusqu'à 1000 pantins d'une seule main. L'identité du manipulateur est souvent inconnue de ceux qu'il contrôle, ses missives et ses instructions passant par des moyens de transmission cryptés et intraçables ou étant délivrés dans des boîtes à lettres anonymes. Les agents du manipulateur peuvent avoir déjà rencontré leur maître sans en avoir jamais rien su. Le manipulateur est un animal politique de haut vol. Il s'implique systématiquement autant dans les tortueuses luttes internes de l'Inquisition que dans les bourbiers des hérésies du Grand Impérium. Il y a fort à parier qu'il y a de nombreux ennemis dans les deux camps et que même ses camarades inquisiteurs ne l'ont pas rencontré en personne depuis de nombreuses années, tant il se méfie des petites rivalités entre ses alliés. Les inquisiteurs complotent et manigancent pour placer leur adversaire en position de faiblesse, en infiltrant petit à petit leurs agents dans les organisations ennemies, et les preuves sont bien évidemment rassemblées, mais cette phase n'est qu'une première étape dans les plans de ce dernier. Il cherche ensuite sans relâche à saper les bases de la puissance de son ennemi, et à le compromettre, à éliminer ses alliés et ses serviteurs, mais aussi à infiltrer ses défenses. Toutefois, même les manipulateurs doivent affronter la réalité du terrain lorsque l'ennemi se montre. Il rassemble alors autour de lui un cadre composé de ses meilleurs agents, du moins de ceux à qui il fait le plus confiance. Ce n'est que lorsque la garde de son ennemi est grande ouverte qu'il frappe enfin, et ce, avec une précision impitoyable. Les installations clés sont détruites, tout finit par être saboté. La cible voit toute son organisation s'effondrer autour d'elle.
mortelle. La silhouette du manipulateur se dessine alors dans la fumée des décombres, rosette inquisitoriale dans une main, pistolet bolter dans l'autre. De nombreux membres des Ordo Calixis peuvent être dépeints en ces termes. Le plus grand d'entre eux est sans aucun doute l'inquisiteur Silas Marr, qui semble être au cœur d'une vaste toile de conspiration, mais aussi de jeu d'influence. Ceux qui mettent le nez dans les affaires de Marr reçoivent un premier avertissement, rarement délivré par Marr en personne. Et ceux qui sont trop arrogants ou stupides pour tenir compte de l'avertissement se font un puissant ennemi. On ne compte plus les inquisiteurs qui ont suivi une piste les menant à Marr et qui ont préféré laisser tomber l'affaire plutôt que de se mettre à dos de ce puissant personnage. Personne n'est en mesure de dire, ni même d'imaginer, à quoi peut servir le vaste réseau tissé par Silas Marr. Il y a aussi la catégorie d'inquisiteurs que l'on pourrait considérer comme des héros, mais aussi méchants. Alors c'est un grand mot étant donné que dans 40K, il n'y a pas de gentils, je le maintiens, il y a plus de connards dans 40K que dans n'importe quel autre univers. Là, vous allez voir, c'est tout autant le cas, si c'était plus. Il est impossible de dire combien d'inquisiteurs ont porté la rosette au fil des millénaires. La plupart ont servi l'Imperium et sont morts dans l'anonymat. Et qu'ils aient été des saints, des monstres ou un mélange des deux est bien souvent une simple question de perspective. Malgré tout, les noms de certains d'entre eux sont restés gravés dans l'histoire. Quelques inquisiteurs par leur méthode extrême ou leur accomplissement sont désormais célèbres au sein des cercles très fermés des Ordos, voire même en dehors. On pourrait ainsi évoquer l'implacable Torquemada Coteas de l'Ordo Malleus, vous savez ce fils de pute avec sa figurine bien immonde. Non mais je veux dire Game Workshop je vous aime beaucoup, mais d'avoir détruit une figurine qui était autant belle avant et ça maintenant, c'est chaud, c'est vraiment chaud les gars. Et ce Coteas était un puritain dont le statut de haut protecteur du secteur Formosa lui a valu de mettre à jour et de détruire des dizaines de cultes hérétiques au cours de sa carrière. Citons aussi le très zélé chasseur de sorcières Fyodor Karmazov, de l'Ordo Hereticus, qui se rend au combat juché sur son trône de jugement, et qui incinère sans la moindre hésitation tous ceux qui semblent trahir le plus petit signe d'hérésie. L'inquisitrice Katharina Greifax de l'Ordo Xeno est récemment devenue célèbre à cause de son implication dans la résurrection du primarque Roboute-Guilliman, sans parler de son combat impitoyable contre les forces Nécrons, localisées dans les alentours du royaume d'Ultramar. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur la résurrection de Roboute-Guilliman que je vous invite à voir en cliquant sur l'écran juste ici. Les accomplissements de ces inquisiteurs, et de bien d'autres encore, peuvent s'apparenter à des actes totalement d'héroïsme, tout autant que d'hérésie, selon la façon dont on les évalue. Mais, comme Coteas lui-même le dit un jour, que nul en dehors de l'empereur ne juge mes actes, car personne n'a son autorité et son omniscience. Nous arrivons maintenant à l'un des derniers rôles d'inquisiteurs, ou plutôt des types d'inquisiteurs, j'ai nommé le grandiloquent. Comme vous le savez, les inquisiteurs sont des hommes et des femmes qui ont une foi inébranlable en l'empereur déifié. Et certains sont consumés par leur foi à un point tel qu'ils s'en servent comme d'une arme. Ces illuminés, ces fanatiques, font parfois vaciller la frontière entre l'inquisiteur et le prêcheur. Ils portent souvent des vêtements semblables à ceux des plus hauts membres de la Deplus Ministerum, et le grandiloquent est prompt à s'enflammer et encore plus prompt à accuser. Il voit l'hérésie et le péché partout, et il ne tarde pas à jeter dans les flammes de la justice ceux qu'il juge coupables. Ces inquisiteurs ont toujours à la bouche un sermon, citant les passages des textes sacrés, et invoquant les noms des saints et des martyrs à chaque phrase. Ils sont extrêmement intimidants, suscitant la crainte chez l'infidèle et la terreur absolue chez l'hérétique. Les cas de ce genre d'inquisiteurs comprennent souvent de nombreux hiérophantes, exorcistes et autres confesseurs. Leurs liens avec l'ecclésiarchie peuvent leur valoir d'être encore plus accompagnés par une ou plusieurs sœurs de bataille de l'Adepta Sororitas. Il s'agit simplement de guerrières pour le moins puissantes et zélées, dotées d'une terrible réputation chez les ennemis de la foi impériale. Les grandiloquents sont des individus peu subtils, qui ont tendance à négliger l'aspect minutieux des enquêtes pour simplement, prioriser le conflit avec d'autres membres de l'Inquisition. Car il faut le dire, la plupart ne sont pas forcément d'accord avec ce genre d'acte. Pour un agent plus subtil, l'arrivée d'un inquisiteur grandiloquent sur un monde peut signifier la ruine d'années de travail. Il arrive même que des inquisiteurs en infiltration suivent discrètement le grandiloquent sans le mettre au courant, en espérant repérer dans son sillage un ennemi insoupçonnés qui tenteraient d'agir ou de fuir discrètement. En dépit de leur approche brutale de sa vocation, ou plutôt un peu débile, les grandiloquents comptent parmi les plus solides serviteurs de l'ordre sacré de l'Inquisition de l'Empereur. Comme on a pu voir, ils sont évidemment pas trop dans la subtilité et donc forcément pas dans la finesse, ce qui les rapproche très proche des World Eaters très bourrins. Oui, je sais, c'est pas la meilleure comparaison, mais sincèrement, ça se rapproche quand même pas mal. Ils ont été vus en train d'affronter les pires adversaires et triompher, armés de seules paroles de l'Empereur. Les actes et les paroles de tels individus
individus peuvent soulever des populations entières contre un gouverneur renégat, ou alors leur faire prendre les armes contre les forces d'invasion xéno-écrasantes. Ils marchent souvent à la tête de l'armée des croyants, animés d'une foi si forte en l'empereur Dieu de l'humanité, qu'ils insufflent un zèle sans pareil à ceux qui les entourent. On va dire que la réelle qualité de ces inquisiteurs grandiloquents est réellement leur parole, leur ténacité, leur charisme et leur puissance à convertir les foules à leur vision. Et je dois admettre que ça pète la classe. Maintenant nous arrivons à l'un des derniers titres d'inquisiteur, le judicar. L'approche du judicar est à l'exact opposé de celle de l'investigateur. Pour lui, c'est au présumé coupable de faire la preuve de son innocence. Étant à la fois accusateur, juge et souvent bourreau, ce genre d'individu accepte rarement les preuves qui pourraient lui être soumises et qui viendraient contredire son réquisitoire. De tels inquisiteurs voyagent habituellement d'un monde à l'autre en grande pompe, s'entourant d'une cour de notaires, d'assistants, mais évidemment d'esclaves. Une fois arrivés, ils instituent une cour d'assises, en réquisitionnant la plupart du temps l'endroit le plus effrayant qui soit. Les charges pesant sur un individu sont alors exposées et l'accusé est convoqué devant le tribunal. Seuls les individus de très haut rang ont une petite chance de réfuter les charges qui pèsent sur eux, si jamais d'ailleurs ils venaient à être accusés. Des cartons entiers de textes de jurisprudence sont produits et compilés au cours du procès. La plupart du temps, le judicaire fait en sorte de mener le procès en accord avec les propres lois de la planète, gravant ainsi le moindre de ces mots dans le droit de générations à venir. Certains d'entre eux peuvent entretenir des armées entières d'assistants arbitrators, imposant leurs lois à ceux qui doivent subir leur présence. Quand ils arrivent sur une planète, personne n'est à l'abri des perquisitions au beau milieu de la nuit, des interrogatoires interminables et de l'application des lois totalitaires. Des mondes entiers ont brûlé sur les ordres de ces inquisiteurs, la mémoire de leur nom devenant souvent synonyme d'effroi pour toutes les générations à venir. Nous arrivons aux puritains et inquisiteurs radicaux. Même au sein d'un ordo, les méthodes varient grandement d'un inquisiteur à l'autre, au point qu'ils entrent souvent en conflit à cause de cela. Les différends les plus communs ont lieu entre les inquisiteurs qui choisissent de connaître leur ennemi le mieux possible afin de retourner contre ces derniers leurs propres armes, et ceux qui considèrent un tel comportement une hérésie. Les premiers sont appelés les inquisiteurs radicaux. Ils utilisent les armes de l'ennemi et n'hésitent pas à recourir à des pouvoirs psychiques pour vaincre les sorciers, voire à invoquer des démons pour affronter d'autres démons rivaux. Je vous ai dit, c'est quand même très hérétique ce genre de comportement. Et pourtant on parle d'inquisiteurs. L'autre catégorie d'inquisiteurs est celle des puritains, qui méprisent les pouvoirs psychiques, la xénotechnologie et tout ce qui pourrait être considéré de près ou de loin comme une hérésie. Et justement, beaucoup de ces puritains considèrent les radicaux comme étant simplement corrompus, et ils doivent être traqués avec la même férocité que n'importe quel ennemi. La plupart des inquisiteurs sont au départ des puritains convaincus. Toutefois, alors qu'ils réalisent l'ampleur de leur tâche, ils basculent peu à peu dans le côté radical. C'est avec des bonnes intentions qu'ils commencent à utiliser les méthodes de l'ennemi. Néanmoins, il n'est pas rare que ce chemin mène lentement vers l'obscurité. Il y a certaines limites à ne pas dépasser, car la voie de la damnation est souvent auréolée par une lumière trompeuse. Nous arrivons à l'idéaliste. Après avoir reçu la rosette inquisitoriale, de nombreux inquisiteurs sont à un tournant de leur vie, où ils peuvent toujours entretenir leur vain espoir que l'humanité pourra encore se détourner de tous ses péchés, mais aussi se préserver du flot de ténèbres qui menace toute la galaxie. La plupart d'entre eux sont vite désabusés, que ce soit par d'amères expériences ou par une mort prématurée. Les idéalistes gravitent souvent entre les différentes écoles de pensée puritaine, même si certains, avec le temps, prennent d'eux-mêmes un tout autre chemin. Les idéalistes pensent que le salut de l'humanité réside dans une spiritualité élevée, même si en réalité, peu d'individus trouveront grâce à leurs yeux. Ils se lancent dans des croisades personnelles pour se venger d'un criminel, en cherchant souvent à rallier les autres à leur cause. Malheureusement, ils sont nombreux à se brouiller avec leurs pairs, dont la plupart ont déjà perdu leurs illusions, et se retrouvent privés de toute aide au moment où ils en ont le plus besoin. Nous avons vu de nombreux inquisiteurs vieux et aigris se délecter du spectacle de ces ardents personnages se consumant peu à peu. Certains peuvent même être à l'origine de ce genre de situation, dans le seul but de tendre par la suite une main secourable qui ne peut être refusée. Le jeune idéaliste peut alors se retrouver placé sous l'emprise d'un maître bien plus puissant, dont la philosophie et les allégeances sont aux antipodes des siennes. Malgré les embûches qui attendent ces inquisiteurs, les personnages de leur trempe peuvent accomplir des choses extraordinaires. Certains atteignent même la sainteté, tant leurs intentions sont pures et carrées. Dans une galaxie aussi corrompue, les vies et les actes de tel individu représentent rarement plus qu'une petite étincelle de lumière dans l'immense et sombre nuit impénétrable qui enveloppe toute chose. Certains encore se dressent malgré tout contre les forces des ténèbres et font la différence, si infime soit-elle, dans la lutte pour la survie
de toute l'humanité. Ça fait quand même beaucoup de choses vis-à-vis des inquisiteurs qui font se poser les questions, est-ce qu'ils sont réellement loyaux parfois? Ils font partie de l'inquisition, mais parfois ils se rapprochent trop des hérétiques dans un but justement de débusquer de nouveaux hérétiques. Je trouve ça assez drôle ce paradoxe-là, et je trouve ça vraiment cool de voir à quel point la ligne est fine entre loyal et hérétique, même au sein de l'inquisition qui est là justement pour de base réguler ce problème-là. Je trouve ça extrêmement drôle, très paradoxal. Si vous êtes toujours là, en commentaire, écrivez F les inquisiteurs, et n'hésitez pas à soutenir la chaîne en passant dans le lien j'arrive plus à parler. Et si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à passer dans le lien en description ou dans le commentaire épinglé pour ma gamme de figurines, mais aussi pour Holy Energy, le plus vieux partenaire de la chaîne. Prenez soin de vous, à bientôt, l'empereur vous protège, mes frères et mes sœurs de bataille, prenez soin de vous.